que vous allez bien. Aujourd'hui, chose due, j'avais dit que j'allais revenir pour faire un bilan ici du Pumpkin Autumn Challenge, mais en gros après chaque saison, à défaut de pouvoir faire une vidéo toutes les semaines, ce sera tous les 3 mois, en logique. Et je reviens donc pour faire ce bilan de mes lectures, principalement du Pumpkin Autumn Challenge. Je crois qu'il y en a une seule, qui est une BD que j'ai lue en dehors des catégories vraiment, vu que les catégories prennent quand même beaucoup de ma part de lecture. Globalement, je suis assez satisfaite du nombre de livres que j'ai pu... Alors, je dis lire, mais il y a une partie que j'ai écoutée aussi, soyons honnêtes. Et c'est pas forcément que je considère personnellement les livres audio comme de la lecture, hein, parce que pour moi la lecture ça se cantonne à faire soi-même l'activité. Mais bon bref, ça c'est mon opinion et ça ne change de toute façon rien au fait que ça faisait partie de mon conducteur. J'ai tourné la vidéo entre temps et je suis dedans, de mon pumpkin et que voilà, je vais vous présenter de toute façon ces lectures, mon avis, etc. Je vais commencer directement par un livre que je n'ai plus et clairement qui a été mais genre la déception. Alors si je vous parle d'une lecture, d'une déception pour le pumpkin, vous avez sûrement une idée du livre parce qu'on l'a vu partout. Il s'agissait de celui-ci, donc le Pumpkin Spice Café, que j'avais acheté, précommandé, le tome 1, le tome 2 directement, je comptais tous les lire, etc. On nous avait vendu l'histoire comme une petite romance d'un niveau, voilà, ok, d'une romance de Noël, hein, rien de foufou non plus. Mais tout droit sorti d'un épisode de Gilmore Girl avec voilà, tout le décor autour, le petit café comme pour Luc, tout le monde se connaît, tout ça, enfin un truc petite ville, cosy et tout. Et comme les 3 quarts des gens, j'imagine que vous avez déjà vu au niveau des retours, que ce soit sur Booktube ou sur Bookstar ou des trucs comme ça ou BookTok, j'ai trouvé ça mais vraiment d'un vide. En fait, je me suis sentie tellement arnaquée, je vous jure. Autant au moment où je suis sortie de ma lecture, j'étais un petit peu déçue, mais ça allait encore. Mais entre temps, là, il y a 2 mois qui se sont écoulés, je peux vous assurer qu'en fait, juste, je me sens aujourd'hui totalement arnaquée, comme un gros pigeon. J'aime pas ça du tout. Et voilà, c'est très rare que j'achète encore des livres neufs. Parce que sinon mon week-end ne serait pas d'accord avec tout ceci. Mais là je l'avais craqué parce qu'on nous avait vendu du rêve. Franchement, la prochaine fois qu'ils nous sortent le phénomène BookTok, etc., juste je me méfie, je le fouille, je pense. Parce qu'en fait, oui, il y avait une petite romance et franchement, je vous dis, je n'attendais pas grand chose en plus. Mais premièrement, en fait, les 2 personnages, dont j'ai même oublié les prénoms, m'ont assez vite saoulée, honnêtement. Alors, il y a toujours des phrases clichés, types, etc. où j'ai du mal parce que la romance, c'est pas mon truc de base, mais quand je décide d'aller vers la romance, c'est le moment où il faut que je fasse avec. Ça, c'est pas le souci. Mais parce que vraiment, ils avaient la trentaine et j'avais l'impression que. Qu'en fait, j'avais des ados de genre quoi 13-14 ans. Ils étaient vraiment hyper immatures. Et du coup, j'ai très vite eu un souci avec ça dans ma réaction, dans les dialogues, etc. Mais je me disais, bon, passons. Moi, à la base, si je suis venue pour la romance, c'était pas tant pour la romance, c'est comme la romance de Noël. Moi, j'y vais pour l'ambiance, en fait. Sinon, j'en ai jamais. Et en fait, au niveau de l'ambiance de l'automne, j'ai trouvé que c'était très pauvre aussi. Donc, au-delà du contenu, qui n'était pas riche, qui n'était pas très approfondi, mais bon, ça passons. Mais vraiment l'univers, oui, on parle 2-3 fois de l'automne, mais vraiment très peu en fait. Donc, c'est limite c'était plus un gros prétexte parce que ils font pas spécialement d'activités autour de l'automne. Je veux dire, la météo par exemple n'est pas forcément décrite régulièrement dans la description de paysages ou des trucs comme ça. Donc au final, je suis très déçue. Et plus les jours avançaient, plus j'étais dégoûtée. Et plus les jours avançaient, plus j'ai vu des retours unanimes, enfin en tout cas 95% qui allaient dans ce sens-là malheureusement. Et donc finalement j'ai décidé au mois suivant de revendre en fait mon tome 1 et mon tome 2. Tant que c'est encore un peu la vibe, tout ça, et qu'ils allaient partir parce qu'après depuis il y en a 20 000 sur genre Vinted ou quoi qui se vendent à 1 ou 2 euros parce que forcément il y a 1000 offres. Et en fait j'avais pas envie de retourner au deuxième et entre temps j'avais appris
par Virginie, je pense, Vie de Livre, ou quelqu'un d'autre, je sais plus, enfin bref. Qu'en fait le tome 2 était vendu comme quelque chose qui était un peu aussi couverture automnale ou quoi. Moi je m'attendais un peu à Thanksgiving, je vais y arriver, vu qu'il arrivait avant Noël aussi. Et en fait non, pas du tout, la couverture était automnale, mais c'est déroulé vraiment à pareil 99% pendant l'été. Donc je ne me voyais vraiment pas dire ça après à la fin de mon pumpkin, quoi, avant celui de l'hiver. Je me voyais pas attendre un an en plus pour tout décaler et être ok avec les saisons. Donc juste j'ai fait, ouais, c'est quoi, ça dégage. Et je les ai revendus et donc c'est pour ça que je ne les ai plus. Mais voilà, achat à regret, clairement. J'ai voulu suivre la vibe. La dernière fois que j'avais fait ça en livrement neuf ou quoi, qui était hyper connu, c'était Force Wing. Finalement, pareil, le tome 3, je l'ai jamais terminé, vraiment. Et pourtant, je l'avais pris en audio. Et je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans, j'ai décroché. Et puis finalement, l'envie m'est complètement passée. Donc je pense que clairement, je vais me méfier de plus en plus de ce côté ultra populaire, etc. Parce que pour l'instant, c'était beaucoup de déception. Donc voilà, je clôture pour ce premier livre et je vais continuer parce que sinon cette vidéo va durer 1000 ans et j'en ai quand même pas mal à présenter. Donc on va aux suivants qui sont meilleurs. En septembre, j'ai lu également celui-ci, donc Le Grand Méchant Renard, publié chez Shampoing Édition. Il y a l'air. Il y a l'air. Et qui était une histoire toute mignonne où j'attendais pas grand chose. Beaucoup de planches c'était comme ça m'a pas les grands dessins sur une page ou quoi. En fait, c'est que ça. Et voilà, je cherchais quelque chose qui entrait dans la catégorie, je voyais beaucoup de retours positifs, mais vraiment j'attendais rien de spécial à part voilà, passer un moment facile, une lecture facile ou quoi. Et franchement, ça a été une agréable surprise. Je vais pas dire que c'était hyper quali, mais c'était tellement drôle, mignon, touchant, encore drôle, etc. Vraiment, j'ai souri plus d'une fois, j'étais attendrie un petit peu par les personnages, les relations. L'air de rien, j'étais curieuse en filant les pages de voir un peu la petite suite de l'histoire. Voilà, que je ne savais pas vraiment vers quoi on se dirigeait ou quoi. Et vraiment, je me suis laissée porter et c'était super chouette. Donc clairement, il va rester dans ma bibliothèque. Je pense qu'il y a d'autres petits tomes annexes et je pense que je vais essayer de m'en choper un de temps en temps. Parce que vraiment, c'était juste complètement feel good, détente, etc. Et donc mon tour, ça vaut ce que ça vaut, mais je vous le recommande parce que c'était très chouette. J'ai pas grand chose à dire dessus, vu que voilà, c'est une BD, c'est jeunesse, etc. C'est un petit renard qui essaie de manger les petites poules et du poulailler qui font des révoltes, etc. Et il y a un loup qui va au grain. Et à un moment, il va choper des poussins, en gros, et le deal, c'est qu'il les mange. Il va se prendre d'affection pour eux. Et voilà, globalement, je me suis pris d'affection pour les personnages et c'était juste tout chou, quoi. Et ça fait du bien, voilà, qu'on se le dise. Une autre BD que j'ai lue là au mois septembre, octobre, je crois octobre. Enfin bref, et qui est pour le coup moins feel good, c'était celle-ci, donc Chère Maman, que j'avais mis pareil pour le challenge et qui traitait voilà je cherche le mot des relations toxiques, forcément entre mère et fille, vous me voyez ici. Voilà, je suis clairement allée pour le sujet. C'était chez Glénat. D'habitude, j'aime bien leur BD. Et là, je sais pas. Honnêtement, c'était une bonne lecture. Je crois que je l'ai mis 15 sur 20. Ça allait, mais je suis pas totalement rentrée dedans. Je sais pas, j'avais l'impression que ça restait un petit peu en surface, mais en même temps, il me semble que c'était un peu autobiographique. Et donc, elle n'allait pas inventer des milliers et des cents juste pour dramatiser le truc. Je l'ai peut-être trouvé un petit peu léger. On parle toujours de relations toxiques, hein, donc c'est pas non plus léger, euphorique, tout va bien, etc. Mais je sais pas, elle était peut-être moins noire que ce que j'avais en tête. C'était peut-être plus light et soft que les histoires que j'entends régulièrement au boulot, vu que je suis éducatrice spécialisée dans la jeunesse. Et je crois que je suis un peu rodée un petit peu trop de ce côté-là. Et donc là j'ai trouvé ça un peu je vais pas dire simple, hein. Franchement ce serait des mauvais mots pour qualifier des relations comme ça. C'est une bonne approche, c'est une boule d'ouverture, mais je sais pas, je crois que j'aurais aimé continuer à creuser un petit peu plus le sujet en sachant que c'est une BD unique qui traite de ce sujet là. Je sais pas, pour moi on est resté un petit peu trop en surface, je crois que c'est vraiment ça. Mais après franchement
voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher non plus. Les dessins étaient très jolis. Voilà, il y a l'évolution de l'héroïne qui s'appelait comment, Alix. Était pour le coup très chouette à suivre, vu que voilà, ça parle de l'emprise, de la façon dont elle s'en détache aussi. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, ma foi, je vous recommande quand même. Mais pour ma part, c'est pas celle qui m'a convaincu le plus. Donc pareil, je pense que je vais la revendre celle-là d'ici peu. Puis en octobre, et là je suis sûre et certaine que je l'ai lu à ce moment-là, pour le 31 en gros octobre, j'ai lu Halloween, j'allais dire en BD, mais c'est donc édition Avis de Tempête, mais c'est pas vraiment une BD, c'est plus, je ne sais plus comment on appelle ça. Je vais pas revenir sur le mot, mais en gros on a à chaque fois un personnage, donc ici la sorcière, on va avoir des lutins, après on a quelques pages qui parlent à chaque fois. Ah bah c'est la même que l'illustration de début, qui sont très jolies, mais hop, on va avoir plusieurs pages qui nous parlent un petit peu voilà, de leur histoire, où on les retrouve, tout ça. Quelques petites phrases de comment les repérer, quels sont les éléments qu'on retrouve d'un endroit à l'autre, ou ce genre de choses. Bon, j'essaie de retrouver le suivant quand même. Par exemple ici on a, hop, vous voyez, les ogres, etc. Plus en mode comme un abécédaire, je dirais. Il y a des lutins, qu'est-ce que j'avais d'autre comme créatures, des gnomes. Après il y a des pages qui, il faut l'avouer, sont très très jolies, même s'il n'y a pas de texte, c'est un peu entre les deux à chaque fois, type de créature, on va dire. C'était intéressant, franchement c'était très intéressant. J'espère vous montrer un... Voilà, ici par exemple on avait les fantômes, voilà, 2-3 extraits de situations de dans quoi on les retrouve, etc. Sur les points communs, les différences, ils sont originaires plus ou moins de quelle région, ce genre de choses. Donc voilà, c'était plus au niveau, je vais dire éducatif, mais informatif. Et moi je pensais honnêtement quand je l'avais acheté que c'était une BD avec une histoire, et en fait c'était marqué sorcière, lutin, fantôme et autres croque-mitaines. Il n'y avait pas de résumé derrière par contre, mais effectivement la phrase en dessous aurait clairement pu m'indiquer ce que c'était. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue dans le sens que je n'avais pas envie de ça forcément à ce moment-là. Après j'aurais pas lu en dehors d'Halloween, logique. Mais j'avais envie d'une petite histoire en plus honnêtement. Surtout que c'est pas le livre qu'on lit d'une traite vraiment. Alors je pense que c'est que je l'ai lu sur, sur 2 jours, à quelques petits moments plic-ploc de la journée. Et en fait, je sortais d'une grosse lecture qui m'avait pris genre 2 semaines et demie. Donc en fait, moi je voulais juste une lecture rapide. Là, le fait est que c'est pas genre le format qui s'y prête. Donc voilà, j'ai été passablement dedans. Certains m'ont intéressé plus que d'autres, honnêtement, où j'avais juste envie de zapper, d'aller au suivant, où je parcours un peu plus en diagonale. Mais en vrai, ça reste un très bel ouvrage, c'est un beau livre, et c'était intéressant, j'ai quand même appris 2-3 trucs dedans. Donc voilà, c'est un chouette cadeau, je pense aussi à offrir voilà, pour les gens qui sont un peu intéressés par tout cet univers, ces êtres, etc. Mais ça n'a pas été, je vais pas dire un coup de cœur parce que je n'appelle ça, mais ça n'a pas été le niveau attendu parce que ce n'était pas ce que j'attendais à la base. Mais à coup pas, c'était ma faute. Et tant que je suis dans les BD, je vais vous montrer la 4ème que j'ai lue, qui n'était pas dans le challenge donc, mais que je savais que j'allais lire dans tous les cas, vu que tous les ans à l'armistice, je lis une œuvre et où je regarde un film sur le thème de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Alors très souvent c'est la Seconde, on va pas se mentir. Et ici j'avais reçu, je sais plus, à Noël, à mon anniversaire, enfin un moment, une fête. Cette BD, donc Moss, l'intégrale, donc c'était l'édition des 30 ans anniversaire parce qu'il me semble qu'à la base c'est l'édition intégrale, c'est logique. C'est plusieurs petites BD et je sais plus combien elle en groupe, 2, 3, je sais plus. Ou c'était une biologie, je sais plus. J'ai pas fait mes devoirs. Mais ça je pense pas que vous avez lu le résumé, mais ici on dit donc cette édition de référence marque le 30e anniversaire de la publication de Moss, le premier chef-d'œuvre de l'histoire de la bande dessinée. Moss raconte l'histoire de Vladek Spilgman, rescapé de l'Europe d'Hitler, et de son fils, un dessinateur de bande dessinée confronté au récit de son père.
au témoignage bouleversant de Vladek, je sais pas si je prononce bien, se mêle un portrait de la relation tendue que l'auteur entretient avec son père vieillissant. Alors, je savais d'avance que j'allais avoir vraiment du mal avec les dessins à l'intérieur. Ça, je l'avais déjà repéré. Faut aimer, c'est très tout en noir et blanc, mais surtout très, je vais pas dire grossier, mais gros et gras comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et je sais pas, c'est un peu brouillon, il y a le texte qui se perd un petit peu dedans, c'est pas hyper fluide à lire. Et bon, après j'étais concentrée dessus, mais c'est une BD qui du coup fait quand même 290 pages et quelques, donc c'est une intégrale. Donc ça a quand même pris voilà, plus d'une heure en tout cas à lire. C'était intéressant. Après, pareil, c'est pas celle qui m'a convaincue le plus sur le sujet. Alors ça vient pas tant du fait que c'est l'anthropomorphisme ici, enfin du coup c'est un parallèle, hein, les juifs, tout ça. Mais c'est pas tant ce côté-là qui m'a freiné. Bon, forcément il y avait le dessin, mais voilà. Mais c'est plus, je pense, l'alternance entre leur histoire donc familiale de quand ils sont débarqués dans Auschwitz, dans les camps, etc. Et à l'inverse, vu qu'on suit au moins des descendants. Mais plus l'alternation entre justement toute cette histoire-là qui m'intéressait et le aujourd'hui, avec la relation entre effectivement l'illustrateur et son père. Alors je pense que ça devait être un super chouette travail à faire en tant qu'illustrateur, de raconter cette histoire, c'était important, etc. Je pense que ça les a beaucoup aidés à comprendre voilà, leur histoire au niveau de leur famille, on va dire. Et que voilà, ça a délié peut-être des paroles, des non-dits, genre de choses, des tabous, des traumatismes, genre de choses. Mais de mon point de vue, c'était pas forcément la plus intéressante à lire, parce que quand je lis un livre sur le sujet, c'est soit pour apprendre comment ça se passait voilà, au niveau des lois, dans les camps, ou ce genre de choses, soit voilà, connaître vraiment l'histoire de la personne même. Et là, c'était plus une histoire racontée de quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé que ça se sentait un petit peu. Et voilà, et vraiment ce point de vue à chaque fois de ressortir, revenir au présent, etc., passer de l'un à l'autre, ça va et vient, je pense a fait que j'étais pas à fond dans les moments où il fallait. Voilà, j'étais plus imprégnée autant de l'univers que je n'ai pas connu, donc moi c'est ce que je cherche vraiment quand j'y vais. Et oui, il y avait des choses vraiment intéressantes, ça je ne dis pas, mais moi ça n'a pas réussi à m'intéresser autant que ça aurait dû l'être, honnêtement. Après, voilà, je sais que elle est hyper bien réputée, vraiment c'est un incontournable un peu aussi sur le sujet. Peut-être parce que c'était une des premières, je sais pas, ou parce que c'était sous un format de BD, ou parce que c'était une histoire voilà, tirée du réel, ou je sais pas trop. Mais voilà, je pensais que j'allais l'aimer plus que ça, honnêtement. Pareil, je veux dire, objectivement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est pas mauvais, très loin de là, très loin de là, hein, qu'on soit bien d'accord. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais vu les autres œuvres que j'ai voilà, sur ce même thème dans la bibliothèque, celui-ci pareil, je pense que je vais le revendre d'ici peu. Et c'est tout pour les BD que j'ai lus pour l'instant. J'ai aussi lu d'ailleurs des mangas, mais je ne vais pas les présenter ici. C'est The Promised Neverland. Plusieurs tomes, mais voilà, quand on en a plusieurs, je vois pas l'intérêt de parler de chaque tome pour des histoires aussi courtes, etc., sans rien spoiler. Donc voilà, je vais passer directement aussi au bouquin, parce que sinon pareil, je vais mettre genre 20 000 ans. Alors, dans les livres, donc on suit plusieurs tomes, et pour le coup, celui-là était aussi de saison. C'est celui-ci, donc Anne d'Ingleside, de Lucie Maud Montgomery, qu'on ne présente plus chez Éditions Toussaint, qui sont toujours aussi belles, mais quelle beauté. Je ne me lasse pas. Et ici, on nous disait, les mères étaient les mêmes des siècles en siècles, une grande sororité d'amour et de dévouement, qu'on se souvienne d'elles ou qu'on les ait oubliées. Le résumé ne dit pas grand chose, sauf l'élément qu'on parle de maman et de fête. Dans ce tome-ci, on suit toujours le personnage d'Anne, et au début, elle retourne à, j'ai dit Ingleside, mais du coup à Une opinion verte, c'était Green Gables.
Et elle retrouve juste son âme sœur, comment elle s'appelait, Diana, et elles se refont en gros toute une journée comme à l'époque. Et j'ai beaucoup aimé cette partie, même si c'était quoi, genre 1 ou 2, 3 chapitres au tout début. Parce que vraiment, on retrouvait tellement la magie juste du début, cette insouciance, ça faisait ressurgir des souvenirs, comme elle quand elle était petite et qu'elle le vivait. Voilà, de retrouver les décors, l'évolution de tiens, cette personne depuis elle est décédée, celle-là elle est vieillissante, etc. Celle-là c'est toujours la commère, t'as l'impression qu'elle va tenir 120 ans ou des trucs comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment retrouvé cette insouciance, cette originalité, cette poésie d'Anne. Et puis après, elle rejoint à nouveau toute sa petite famille, sa petite fratrie, je sais plus, ils sont 5-6 enfants. Je sais jamais, franchement je sais jamais. Et et puis là, peu à peu, au niveau de ce tome, le personnage d'Anne s'est effacé. Alors, elle prend toujours maturité vu qu'elle occupe son rôle de maman. Donc pareil, j'ai bien aimé pour le coup le contraste entre quand elle était toute seule et voilà, qu'elle retrouve un peu sa part d'enfance. Et le côté où voilà, elle évolue, elle est maman, et du coup cette part, forcément, est léguée à ses enfants. Et qu'on puisse faire parfois certains parallèles ou quoi, se dire tiens, ça, cet enfant tient quand même d'elle, ça, l'enfant tient plus du père, ou des trucs comme ça. Mais voilà, passé la moitié du livre, on est quand même très centré sur ses enfants. Je sais que là il me reste 2 tomes, je sais que le tout dernier c'est juste sur ses enfants, il me semble que Anne n'est même plus là, des échos que j'ai eus, si j'ai pas de bêtises. Et ouais, c'est dur de la voir s'effacer et aller en second plan tout doucement pour que ses enfants arrivent en premier, parce que c'est le personnage d'Anne que j'aime suivre. Après franchement il se passait des super chouettes histoires, hein. Je rappelle que dans chaque tome on suit souvent plusieurs années, et du coup c'est vraiment un chapitre, un petit flash, tel moment de vie, puis tel moment de vie, voilà, un peu en mode appareil photo comme ça. Et donc oui, il y a certaines histoires où voilà, j'étais émue, j'étais amusée, genre de choses, ça reste tout doux, ça reste douillet comme toute la saga d'Anne. Mais voilà, le petit reproche c'est que Anne, je sens qu'elle va me manquer et que je sais que de moins en moins je vais la retrouver, donc j'ai dû un petit peu commencer à lui dire au revoir dans ce tome-ci. Et pour l'instant je ne m'accroche pas encore autant à ses enfants. Mais voilà, je vais dans tous les cas continuer la saga, voilà, les décors, c'est douillet, c'est machin. C'était très réconfortant comme d'habitude, voilà, pour Anne, pour la saison, pour le début, la transition de l'automne, etc. Je vous les recommande bien évidemment toujours, parce que cette saga elle reste pépite. Mais voilà, c'est pas mon tome préféré, mais ça reste une très bonne lecture et je pense que je lui ai mis 16/20 pour le coup. Ensuite, pareil, je vous ai dit tantôt qu'il y avait un livre en octobre qui m'a pris beaucoup de temps. Et pourtant, je l'ai écouté en audio. Il s'agit de Salem de Stephen King. Parce que j'ai plein de Stephen King en fait dans ma palle. Et dans ma wishlist accessoirement. Et je les lis jamais. Je les mets jamais en priorité. Et quand j'ai vu qu'au cinéma, il y avait... comment ça s'appelle, Marche ou crève qui sortait, je me suis dit ok, il y a peut-être temps à un moment d'y repenser et d'en ressortir un. Alors celui qui me faisait vraiment envie, je sais plus si je l'avais dit ou pas dans la vidéo précédente, mais pour le Pumpkin, c'était Salem. Parce que pour moi Salem c'était le procès de Salem, ses sorcières, etc. Et là, je suis tombée de haut, de très haut, parce que le livre est fait 800 pages, mais écrit en poche et en tout petit. Donc ça faisait une paire d'heures d'écoute, je l'ai plus en tête, mais voilà, c'était long. et en fait, c'était très long aussi pour attendre le côté sorcière, tout simplement parce que c'est pas du tout ce qui se trouve dedans. Ah, j'ai déchanté, hein. Je me suis sentie très bête, honnêtement. Parce qu'en fait, non, ici dans Salem, on suit du coup les habitants dans une bourgade Jérusalem Slot, qui du coup devient Salem. D'ailleurs, j'ai toujours pas vérifié si à la base la ville de Salem c'est le nom complet, parce que les Anglais américains aiment bien faire des diminutifs comme ça, des raccourcis, ou rien à voir en fait. Mais bref, là on est à Salem et on suit donc plusieurs personnages avec des petites disparitions, des petits décès, etc. Qui en fait, c'est pas lié à des sorcières, c'est lié à des vampires. Bon,
Ceci dit, les vampires, c'est toujours dans le thème pour le pumpkin, c'est pas ça. Mais j'avais pas envie de ça non plus. Et je m'en suis rendu compte, mais très très tard, parce qu'en fait, sur 800 pages, Stephen King, il aime bien aller lentement, sûrement, les descriptions, les machins, etc. On y va crescendo, pas non plus avec un final en feu d'artifice. Et donc voilà, c'est assez lent, faut dire ce qu'il y a. Du coup, quitte à être partie assez loin dans les chapitres, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, tant pis, maintenant je termine l'audio, quoi. Mais voilà, pareil, c'était pas mon préféré parce qu'il y avait beaucoup de longueur, que franchement il y avait beaucoup de descriptions, de pages, de chapitres qui en vrai ne servaient pas à grand chose. Au-delà, de l'intrigue, il n'y avait pas beaucoup de rebondissements, il n'y avait pas beaucoup d'évolution au niveau des personnages, beaucoup de blabla d'une petite ville, du quotidien ou ce genre de choses. Voilà, qui ne rajoutait pas grand chose à l'histoire. Ça faisait sûrement très plaisir à l'auteur de développer son truc. Mais j'ai vu au niveau des retours après que j'ai lu qu'en fait, en général, c'était un peu ça qui lui était reproché. Et je rejoins donc la majorité. Voilà, je n'ai pas été complètement happée non plus par cette lecture-écoute. Je suis restée relativement détachée de ce qui arrivait à certains personnages. Je n'ai pas stressé pour eux. Parfois il y avait des décès, je me suis dit, bon, en même temps, ce personnage-là, je le connais pas vraiment. Donc voilà, le final était sympa. Je suis quand même relativement contente de l'avoir lu, pareil, je crois que je l'ai mis 15, je pense, au final. Mais voilà, c'était... Je l'ai lu parce que c'était un des grands titres de Stephen King, mais c'est pas celui que je vais recommander en priorité. C'est pas... voilà, c'est pas... c'est pas foufou, je sais même pas ce que je voulais dire derrière. Voilà, c'est pas... ça ne vaut pas... Pour moi, c'est ça. Ça ne vaut pas, en fait, tout le temps que j'ai passé dessus. Il aurait été beaucoup plus rapide, j'aurais eu beaucoup plus de temps au quotidien pour le lire ou quoi. J'aurais peut-être pu, à un moment, lui mettre 16. Mais là, dans mes conditions, clairement, ça ne valait pas tout le temps que je lui ai consacré. Je vais pas dire d'énergie parce que j'ai écouté, mais voilà, j'étais un petit peu déçue de ce côté-là. Au niveau de l'ambiance, parce que Stephen King est quand même connu pour ça, pareil, c'est pas forcément celui où je me suis sentie le plus prise dedans, au niveau des descriptions, du truc lourd, sombre ou quoi que j'aurais pu imaginer. Voilà, globalement, ça reste un Stephen King, je suis contente de l'avoir lu parce qu'il était dans ma liste, parce que je voulais avoir un avis de toute façon dessus, etc. Mais c'est pas forcément celui qui me convainc non plus à tester d'autres King et y retourner rapidement. Donc tant pis, mais voilà, en tout cas, il est lu. Par contre, les amis, il y a... je vous dis que j'avais quand même été satisfaite de mes lectures, et bon, globalement jusqu'ici, c'est plus ou moins... ça va, mais sans plus. Mais par contre, j'ai eu 3 coups de cœur. Comme ça, vous verrez plus. 3 coups de cœur, du coup, un en septembre, un en octobre et un en novembre, parce que il s'agit d'une trilogie. Si vous avez encore en vidéo du coup de présentation en tête, vous savez peut-être encore de quoi je parle, mais ça commence à dater, donc j'en doute. Mais énorme coup de cœur pour cette trilogie de thrillers. Alors comment je vais en parler, ça va être très compliqué. Ouais. Parce qu'il va falloir que je me remette dedans et qu'il y avait énormément d'éléments et qu'en même temps je peux pas spoiler ce qui est hyper important. Donc l'exercice ne va clairement pas être facile. On va reprendre dans l'ordre. Donc c'était le manuscrit inachevé, puis Il était 2 fois, et puis Labyrinthe, donc de Franck Tillier. Le premier nous disait: aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service, où a été vu le conducteur, une vidéosurveillance éclaire. L'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Leanne Morgan et Enel Mirror sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Un mariage dont il ne reste rien, sauf un lieu, l'inspirante villa posée au bord des dunes de la côte de Pâle. Et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille, Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire.
dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose. Vers qui et vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étrange? Alors, déjà, celui-ci, je pense que je lui ai mis 17, et puis l'autre 18, et puis le dernier, je sais plus si j'ai mis 18 ou 19. Je pense que je suis restée à 18. Mais vraiment, coup de cœur. Parce que c'était du génie pur et dur. Je galère tellement, vraiment depuis des années, à trouver des thrillers où je ne vois rien venir, où je ne devine pas la fin, où je suis tenue en haleine du début à la fin. Et voilà, je voulais juste passer mes journées à lire chacun de ces bouquins. Et vous n'imaginez même pas le nombre de trucs que j'ai mis en pause. Et après, j'étais un peu vachement à la bourre pour devoir tout rattraper. Pour pouvoir lire à chaque fois ces tomes. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur le premier? Bon, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé l'alternance de points de vue donc entre Léane ici et l'inspecteur, en gros, j'ai oublié son nom depuis, mais bon, bref, qui suit du coup toute cette enquête. Moi, enfin, pareil, si vous me connaissez un peu de la chaîne, en général, je redis toujours la même chose, c'est que j'adore les romans chorales, les points de vue alternés. Je trouve que ça donne voilà, un suspense, un rythme, etc. Ça permet de faire des liens aussi beaucoup de son côté, etc. J'adore ce procédé. Vraiment, dans mon livre idéal parfait, d'office, il se retrouve dedans. C'est sûr, c'est certain. J'adore ça. Mon premier coup de cœur, c'était comme ça. Enfin bref. Donc voilà, forcément, j'ai bien aimé, j'ai adoré cet élément dans ce livre aussi. Mais voilà, c'est pas ce qui fait le génie de l'œuvre, on va être d'accord aussi. Par contre, j'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages qu'il y avait dedans, leur évolution, leur questionnement. Pareil sur la partie par rapport, voilà, on va dire au bourreau qu'il y a dans l'histoire. J'ai aimé la façon dont ce livre était construit, au-delà de ce point de vue alterné, voilà, le moment des révélations, qu'est-ce qui est donné, vers quoi on va aller, vers quoi on va creuser, à quel moment on vous fait tourner en bourrique, etc. Vraiment, pour le coup, c'était juste du génie pur et dur. Je n'ai rien à rajouter là-dessus. Enfin, c'est sûr, j'ai plein de trucs à rajouter que je ne peux pas dire. Mais vraiment, c'est un récit très intelligent. Le gars, il savait vraiment où il allait dès le début, quoi. Et nous, pas du tout. Pas du tout. Voilà, je suis tombée d'assez haut plus d'une fois. Je réfléchis à ce que je peux dire ou non. Mais ça, en fait, j'allais dire une bêtise, donc je vais pas le dire. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai aussi aimé l'endroit, enfin l'ambiance dans laquelle ça se déroulait. Donc de la Côte d'Opale, parce que pour y avoir été, pareil, j'avais quand même pas mal en tête certains lieux qui étaient décrits, des villes, des plages, etc. Ce côté pluvieux, brumeux, rocheux, etc. Marchait très bien avec l'histoire, enfin l'atmosphère qu'ils voulaient créer autour. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est tellement dur de vous en parler, mon dieu, parce que vraiment, en fait, j'ai l'impression que je peux vous donner aucun élément objectif qui marche, parce que tout le génie, je peux rien dire, quoi, je peux rien dire, c'est horrible, c'est vraiment horrible, je redoutais de vous les présenter, et maintenant que je suis en train d'essayer de faire l'exercice, c'est encore pire. Mais, donc voilà, en tout cas, c'était une très chouette intrigue à suivre, c'était très original. Vraiment, il y a plein de trucs, plein d'éléments où j'aurais pu me dire oui, enfin ça, on connaît quoi. Et en fait, il l'utilisait d'une manière tellement vicieuse pour nous tromper, etc. Voilà, vraiment, j'ai été ravie de me faire avoir à ce point, etc. À la fin, je n'avais qu'une envie, c'était de directement lire le tome suivant, qui était donc celui-ci. Donc, il était 2 fois. Et on me disait, en 2008, Julie, 17 ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Son père, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato, se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent dans un hôtel de la Falaise, là où le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de consulter la chambre 29 au 2e étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, Gabriel finit par s'endormir. Quand il se réveille, rien n'est plus pareil. Il se trouve dans la chambre 7, au rez-de-chaussée.
Contre la fenêtre s'écrase une pluie d'oiseaux morts et 12 ans ont passé. On est en 2020, Julie n'a toujours pas été retrouvée. Alors, déjà, ce que je peux dire maintenant par rapport au 1, c'est que, je vous dis que c'est une trilogie, mais parfois, quand on suit voilà, le même inspecteur ou quoi, sur différents livres, on peut juste lire une enquête, et puis l'autre, et puis pas forcément dans le même ordre, etc. Ici, c'est vraiment une trilogie, c'est pas on va dire une saga, il faut lire le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3, c'est hyper, hyper, hyper important. Parce que c'est vraiment un puzzle au fur et à mesure des tomes qu'il faut, voilà. Quand on termine celui-là, on comprend seulement certaines choses du premier, on a besoin d'éléments du premier pour comprendre celui-là, ou le troisième, ou machin, etc. etc. Donc c'est vraiment primordial de les lire. Moi je vous conseille de les lire vraiment de façon très rapprochée aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments auxquels il faut faire attention. Voilà, c'est un récit intelligent, c'est pas dense, mais c'est très complexe. Et donc voilà, essayez de garder au maximum tous les détails, les infos, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont son importance alors qu'on ne le croirait pas au niveau de la première lecture. Et celui-ci permet surtout d'avoir un bon élément en plus au niveau de la fin de compréhension, une bonne clé de compréhension de la fin du tome 1 qui arrive à retardement. Donc voilà, c'était très chouette à nouveau comme mécanisme de se dire ok, je dois lire le 2 pour vraiment comprendre la fin du 1, même s'il y a une fin en soi au 1, mais voilà, ça élève vraiment le niveau de lecture, quoi. Et la complexité, etc. etc. Dans celui-ci, je pense que c'est mon préféré des trois, et pareil, c'est assez rare dans une trilogie, donc je préfère le souligner, parce que les personnages ont été torturés, mais d'une force, alors aussi bien physiquement que pour le coup mentalement. Vraiment le père ici qui essaie de retrouver sa fille depuis perpète, depuis 12 ans. Et encore, ça fait quasiment un an qu'il est sur l'enquête, on va dire 13 ans. Et qui s'acharne et tout le monde autour, voilà, abandonné, les affaires sont classées, machin, etc. Et le gars, il en peut plus, il désespère, et en même temps, il y a cette petite lueur d'espoir qui fait qu'il réussit quand même à retrouver voilà, la force pour se battre, pour la retrouver, pour machin, etc. Et c'est franchement pas facile au niveau de... au niveau de tout ce qui lui arrive, de toute l'enquête, etc. Que vraiment, je me suis beaucoup attachée à ce personnage, parce que vraiment, il m'a tellement fait de la peine, et je voulais tellement qu'il y arrive, mon Dieu. C'est fou de s'attacher autant à un personnage pour un thriller. Voilà, plus que pour la résolution de l'enquête ou quoi. Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les thèmes qui étaient aussi évoqués au passage. Je ne veux pas les dévoiler, sinon pareil, ça va un peu spoiler. Mais voilà, au fur et à mesure de cette lecture, pareil, il y avait un coup de génie dedans. Dans un autre thème que je ne peux pas dévoiler non plus, mais que je n'ai pas du tout imaginé qui arriverait un jour dans un thriller. Et mon Dieu, ça matchait tellement bien. Donc vraiment, le gars, voilà, c'était vraiment des super idées qu'il avait à l'intérieur. Ça peut paraître à mon avis très flou, ce que je suis en train de vous dire, mais vraiment, il y a tellement de choses que je peux pas dire, que je peux pas spoiler. C'est horrible, vraiment, c'est horrible. À chaque fois que j'ai eu des coups de cœur, c'était compliqué, mais ici, vraiment, dans une enquête, dans un thriller, voilà. Mais vraiment, c'était une très chouette enquête. Jusque-là, mon préféré de Tillier, c'était Puzzle, qui était mon préféré de thriller en général. Celui-là l'a clairement dépassé, et de très loin, en fait. Juste le truc, je me suis arraché les cheveux dessus. J'ai lu mes pages avec des yeux comme ça, genre... Quoi J'aurais dû filmer tout ça, non, mais je serais pas le refaire évidemment, mais... Voilà, je suis passée par 1000 émotions, mais surtout je les ai vécues à fond. Et donc voilà, d'où le coup de cœur incroyable pour ce bouquin-ci, quoi. Et puis forcément, je suis arrivée après au fin mot de l'histoire. J'avais hâte, en même temps je redoutais, en même temps parce que je voulais pas terminer. Donc Labyrinthe qui me disait: une scène de pure folie dans un chalet, une victime au visage réduit en bouillie à cause de tisonnier. Ah oui, je profite aussi pour dire que le précédent, par contre, au niveau de description, Tillier, il a été très
trash. Alors, il a été quelques niveaux pareil au-dessus de ce qu'il fait d'habitude. Donc je préfère le dire parce que c'est clairement pas tout public. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc, au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Camille Nijinsky, je sais pas, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entraîne a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire, une histoire longue et complexe, sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière. Alors, forcément, il a clos magistralement cette trilogie, même si je pense que j'ai préféré la fin, la découverte de la fin du tome 2 plutôt que celle-là, pour le coup je l'ai peut-être un peu plus vu venir quand même, parce qu'il y a quand même un indice qui ne m'a pas échappé. Mais pareil, ici c'était d'autres thèmes qui étaient abordés et qui étaient tout aussi chouettes à suivre. À chaque fois, il y avait donc sur chaque tome une histoire, une intrigue on va dire différente, mais qui en fait sont pareil comme le labyrinthe, entremêlés, etc. Celui-ci amène évidemment beaucoup de réponses par rapport à tous ces questionnements qui n'étaient pas encore résolus, parfois du tome 1, parfois du tome 2, parfois juste nouveau du tome 3, etc. Donc c'était très chouette à suivre, il était un peu plus court, je l'ai dévoré très clairement. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Pareil, parfois il y avait certains personnages que du coup je retrouvais, voilà, et on avait parfois des clins d'œil, parfois certains revenaient vraiment, etc. Et donc c'était très chouette parce qu'entre temps j'étais aussi plus attachée à certains. Donc voilà, donc pouvoir avoir une fin pour chacun d'eux ou quoi, c'était très chouette aussi. Et voilà. Et voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'autre? À part que vraiment, je pense que je n'ai jamais rien lu de tel. Alors peut-être au niveau complexité, oui, mais plus dans la fantasy et pas dans les thrillers. C'est plus un ovni, je vous dis, dans le mécanisme, dans tout ce qui a été pensé et que vraiment je n'aurais jamais imaginé. Donc je suis tombée de très haut et c'est tout ce qu'on veut avec des thrillers, mon dieu. Voilà, je suis très frustrée de ne pas pouvoir vous en parler davantage. Heureusement, dans mon entourage, j'ai des gens qui l'ont lu, donc j'ai pu en parler à la fin, terminer et d'abord rester là comme ça en me disant mais quoi? Puis après j'étais un peu sous le choc, puis après il fallait que je digère, et puis après j'étais en mode genre oh mon dieu! Voilà, vraiment, j'ai pas beaucoup de mots à vous dire, hein, objectivement. Mais vous voyez un peu ce que je veux faire passer. Non, et de pouvoir après débriefer avec d'autres gens, parce que vraiment, j'en avais besoin, quoi. Fallait que j'en parle, fallait que... Genre, j'ai bien compris, est-ce que j'ai tout compris, etc. Magistral. Cela, j'espère que vraiment un jour... Bon, certains éléments m'ont comme vraiment marqué, donc je pense qu'il faudra très longtemps donc je les oublie, mais globalement je pense que même si maintenant j'ai tout le fil conducteur entre différents, forcément les démons finales, etc., j'aimerais vraiment les relire un jour. Si c'est dans 10 ans, c'est dans 10 ans, si c'est dans 15, si c'est dans 20, etc., mais ils vont clairement rester dans ma bibliothèque parce que comme tous les coups de cœur, j'ai envie de les relire. Et pareil, je veux dire, il y a eu tellement de niveaux de lecture, tellement de, je vous dis, de détails, etc., qui en fait avaient une importance, étaient liés, etc., que ça, en relecture, mais ça va être un régal, quoi. Donc, juste... Et qu'est-ce que je suis heureuse! Alors, pour le coup, là, j'ai alterné et l'audio et l'écrit pour aller plus vite. mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir trouvé tout ce temps. Bon, je vous dis, je me suis fait du temps aussi, hein, pas pour certaines publications, mais ça reste entre nous. Mais pour pouvoir les placer sur la saison, parce que franchement, si j'aurais dû juste laisser un livre par mois, voilà, ça, mon papier, il était là. Et du coup, voilà, je vais passer au suivant, sinon, pareil, ça va durer genre 1000 ans. Et pour clôturer la vidéo, il me reste ces 3 livres dont je vais vous parler. Alors, dans l'ordre, bon, ça ferait plus ou moins, on va dire ça. Hop. Alors, je disais qu'Eleana, je les écoute en audio, un par mois, pardon. Et du coup, on va dire Seiliana,
Selena. Je sais jamais le dire. On va dire Célina. Je crois qu'à un moment, parfois, quand elle va vite, elle dit plus Célina. Ça va être plus simple à prononcer. Donc, j'ai lu Célina, ici, écoutez, le tome 1, le tome 2 et le tome préquel 0 qu'on m'a fortement conseillé de lire en 2.5. Là, pour l'instant, je vous avoue que je suis en train d'écouter le tome 3 et je vous ai annoncé, j'écoutais aussi le tome 4 pour le Cold Winter. Mais donc, dans le tome 1, ouais, je vais quand même relire pareil les résumés pour voir un peu, enfin dans ma tête en tout cas, où s'arrêter quel tome. Ok, le tome 1 était donc principalement axé sur le début de l'assassineuse, on va dire à la cour, parce qu'elle va faire un tournoi impitoyable pour espérer être graciée et être sacrée champion du roi. Donc, effectivement, on suit un petit peu, on dit 2-3 lignes pour dire de où elle vient. Pour le coup, on va dire un genre de prison à ciel ouvert. J'ai oublié comment on appelait ça. On est envoyé au... Voilà. Je ne le retrouverai pas, tant pis. Mais en gros, après, elle intègre un tournoi organisé donc par le roi. Il y a X candidats, chaque, on va dire, noble propose son candidat forcément. Et sans surprise, vu que on a quand même une saga de 7-8 tomes ici, Selena du coup va faire tout le tournoi et on suit encore une petite partie en plus à la fin pour voir quelques révélations en plus. Donc ça c'est pour le contexte. Pour l'histoire, dans ce premier tome, j'ai bien aimé, je lui ai mis 16 sur 20 et honnêtement j'en attendais pas forcément plus. Parce que je sais que c'est un énorme coup de cœur pour les gens, mais on me dit très souvent à partir du tome 4. Bon, après, il faut accepter d'y aller, de se dire j'ai 5 tomes avant de faire 4, 5, 6, 7 du coup. Où vraiment ça. Voilà. Mais je m'attends à une saga qui est très crescendo. Donc ici, moi, tout ce que je voulais, c'était apprendre à faire connaissance avec ce personnage, découvrir un petit peu comment elle est, sa façon de réagir, avoir quelques éléments de son histoire, etc. Qu'on pose les bases un peu. C'est une fantaisie sur 8 tomes, donc un peu qu'on pose le décor, etc. Et en fait, finalement, c'est plus une introduction, comme très souvent dans une longue saga, sur tout cet univers du trône de verre. Je crois que c'est trône de glace qu'on dit du coup pour toute la saga en général. Voilà, j'ai bien aimé, mais en même temps, ça faisait quand même fort young adulte. Alors, voilà, vous le voyez ici, j'ai quand même lu ACOTAR avant. Donc je me suis habituée voilà, à un certain niveau de la plume de Sarah J. Maas qu'on ne présente plus, qui a clairement sa fanbase, etc. Mais ceci, elle les a écrits quand elle était ado, et franchement je l'ai ressenti parce que j'ai trouvé qu'ils faisaient quand même beaucoup plus young adulte, début young adulte, que les autres qui terminent en young adulte, voire adulte, clairement. Hein. Et donc il y avait quand même pas mal de facilité. Le vocabulaire était pas toujours hyper précis, développé, etc. Mais franchement, je peux passer au-dessus tout simplement de ces défauts-là, parce que c'est pas des gros défauts, parce que ça sait se lire, parce que ça se lit sur un page turner, etc., etc. Et que je vous dis, c'est une intro que j'imagine être crescendo. Donc voilà, j'ai encore bien aimé cette histoire. Mais à la fin de ma lecture, j'espérais que toute la saga ne serait pas de ce niveau-là. En gros, c'est ça. Puis, le mois suivant, j'ai donc poursuivi avec Sarah J. Maas, donc La couronne de minuit. J'ai vu le résumé entre temps. Et dans ce tome-ci, je l'aimais déjà davantage. Je vous ai dit, donc, au moment où je l'ai entamé, j'attendais un peu plus, j'attendais que ça s'étoffe, etc. C'est clairement ce que j'attendais de lui. Et c'est ce que j'ai eu, à nouveau. Parce que il souffre du tome de transition du tome 2 pour le coup, mais quand c'est sur, je vous dis, 7-8 tomes, ça ne me dérange pas. Voilà, juste je voulais qu'on approfondisse l'univers, et ça a été fait parce qu'ici on aborde beaucoup les pouvoirs, donc le côté plus fantasy, magique, etc. De Selena, des secrets avec le pouvoir je cherche le nom de The Word, je sais plus le nom exact, je sais comment on l'écrit mais je sais plus comment on le prononce. Bref.
Et du coup j'ai aimé la voir, voilà, découvrir toute cette magie en tout cas, tous les secrets, comment le déchiffrer, parce que c'est beaucoup un peu c'est comme des hiéroglyphes, au début, j'ai du mal à parler aujourd'hui, désolée. Et voilà, toutes ces choses-là. Donc j'ai aimé vraiment cette introduction à toute la magie, à tout, ben, allez, on va dire, toutes les légendes, etc. qu'il y a autour, et qui donne du coup à l'univers ben, beaucoup plus voilà, de profondeur. Il y avait beaucoup plus d'éléments, on a envie maintenant d'un peu grappiller, d'un peu poursuivre, etc. C'était beaucoup plus accrocheur déjà que le premier tome. Était plus approfondie aussi sa relation avec certains personnages qui étaient déjà dans le tome 1. Je pense notamment à Cole et à Nehemia, que j'ai aimé l'un comme l'autre. C'était des personnages qui étaient déjà beaucoup plus travaillés, approfondis, plus pas sombres, mais plus, plus clivants, gris, bref, moins gentils, méchants, etc. Donc il était très chouette à suivre. J'aimais la relation qu'elle entretenait avec eux, voilà, qui se tissait, qui voilà, s'étoffait, s'approfondissait, etc. Vous avez compris l'idée. Donc voilà, donc ça j'ai bien aimé. J'ai aimé le côté aussi qui est un peu plus sombre de l'univers, un peu plus triste parfois aussi. Euh, et un peu plus politisé, je vais dire. Voilà, par rapport au roi, par rapport à finalement je suis son pion. Et du coup, ben, où est ma loyauté entre ce qu'elle veut faire, entre ce qu'elle espérerait faire, entre ce qu'elle peut faire et qu'elle va utiliser pour arriver à ses fins, etc. etc. C'était quand même déjà beaucoup plus de manipulation, voilà, de jeu de pouvoir, etc. etc. Et clairement, c'est un peu aussi ce que j'attendais de cette saga quand on a une assassineuse. Ceci dit, le terme assassineuse, oui, c'est son métier, mais c'est pas ce qu'elle fait principalement dans la saga, on va être honnête aussi. J'ai quand même ri 2-3 fois en me disant que bah, pour l'assassineuse, il n'y avait pas tant de meurtres que ça. À voir par la suite. Mais bah, dans ce tome-ci, je me suis dit, c'est quand même gentil. Je veux dire, j'ai lu, je pense que c'est son dernier mois, peut-être là, voilà, La Guilde des Ombres. Après ça, c'est Lana, c'est petite joueuse quoi. Mais bon bref, elle est très chouette à suivre. Voilà, j'ai bien aimé, franchement pour l'instant, c'est le tome je pense que j'ai préféré. Voilà, j'aimais la dynamique qu'il y avait dedans, genre de choses. C'est une bonne saga young adulte sur ce thème-là, quoi. Il y a suffisamment d'éléments pour que ça roule, etc. Enfin, juste très chouette, chouette personnage, commence à avoir des préférences, des avis sur l'un sur l'autre, etc. Donc, voilà. Bon bouquin, en gros, pareil, je l'ai mis genre 7 sur 20, quoi. Et puis, bah, du coup, en novembre, j'ai écouté donc celui-ci, donc La Lame de l'Assassineuse. Et là, on m'avait prévenu hein, que ce serait clairement pas le meilleur tome de toute la saga, parce que c'est un tome préquel, donc je dis donc 0 qu'on m'a dit de lire en 2.5. Et on suit ben, en gros plusieurs récits, plusieurs flashs, ellipses, petites histoires, etc. C'est un recueil quoi en gros. Et chacune de ces histoires servent à la compréhension forcément bah, de l'histoire générale et du personnage pour l'ensemble de la saga. Mais donc, je sais qu'il y a des histoires qui au moment où je les ai lues, enfin écoutez, toujours, je me suis dit, ouais, bon, ok quoi. Genre, ça m'a pas forcément intéressé beaucoup plus que ça se lisait, ok, mais certaines j'avais peut-être vite les oublier ou ce genre de choses. Il y a par contre d'autres récits qui étaient beaucoup plus intéressants que d'autres, mais je sais qu'il y en a un dans le tas qui aurait dû me parler beaucoup plus que prévu, parce que à un moment c'était vraiment les grosses larmes, voilà, en continu, etc. Et j'ai pas eu une seule larme, perso, même pas au coin de l'œil ou quoi, juste j'étais pas suffisamment dedans. Et la cause, c'est qu'en fait, cet élément-là, je ne vais pas en parler franco, parce que, ben en fait, je sais pas ce que vous avez comme info ou pas au moment où vous regardez la vidéo. Mais en gros, en fait, cet élément clé, on en entend déjà parler, on le connaît déjà depuis, je pense, le tome 1. Peut-être pas au tout début, mais genre milieu ou fin du tome 1 ou quoi. Et du coup, en fait, moi je connais déjà la chute. Donc en fait, apprendre tout ce qui s'est passé pour arriver à cette chute, ben j'ai eu un souci avec ce mécanisme-là. Parce qu'en fait, j'ai pas pu me plonger à fond dans le personnage de Selena.
Parce qu'au moment où il vivait de ces drames, en fait moi j'étais déjà détachée parce que je les avais déjà vus venir, voilà, je connaissais qui, quand, quoi, où, comment, enfin pas comment du coup, c'est quand même pour ça qu'on le racontait, mais je veux dire j'avais déjà la finalité, et donc moi j'étais déjà détachée, j'étais plus loin dans ma réflexion, etc. Et pas au moment où boum ça tombe dessus, oh qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, etc. Ben non, moi je sais ce qui se passe et voilà, et la finalité. Et donc vraiment ça a créé ce décalage, mais du coup un décalage aussi au niveau de mes émotions. Et du coup de fait je n'ai pas du tout pleuré sur ce bouquin, alors que c'était un petit peu le but à un moment aussi. Mais voilà, je sais qu'il y a aussi d'autres chapitres qui en gros me peuvent me servir par la suite, mais je l'aimerais sûrement davantage plus tard. Donc pour l'instant, pareil, je crois que je lui ai mis 14, 15, non 15, je pense 15, parce que c'est un bon livre, que ça se lit, etc. Mais c'était pas passionnant, quoi. Et donc voilà, donc là pour le tome 3, j'attends de retrouver un niveau dans 16 sur 20. Et à partir du tome 4, j'espère qu'on va faire des 17, voire des 18, espérons des 19, mais ça je pense pas que ça ira jusque là. Parce que j'en ai de moins en moins, faut dire ce qui est pour le young adulte par rapport à l'adulte. Et là je suis en train d'écouler en fait toutes les sagas de young adulte que je veux lire une fois dans ma vie avant d'être vraiment définitivement trop vieille et de ne plus l'apprécier à sa juste valeur. Mais du coup voilà, là pour l'instant j'en suis là, enfin un petit peu plus loin mais pour le bilan j'en suis là. Et oui, j'ai envie quand même de continuer à poursuivre cette saga, à voir son évolution, voir le truc, voilà, prendre en profondeur toujours. Elle grandit aussi au fur et à mesure des livres, donc c'est un peu, je dirais, comme les Harry Potter avec des grandes guillemets, de forcément entre les 11 ans ou la fin de la saga, c'est pas du tout la même optique dynamique, le même âge, etc., les mêmes réflexions. Là, je pense qu'on va être sur la même chose, et donc je suis curieuse de voir cette évolution jusqu'au dernier tome, que ce soit beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur, beaucoup plus approfondi, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'espère pour la suite. Et enfin, je pense que cette vidéo, à mon avis, va durer peut-être plus d'1 heure. J'avoue que j'ai pas le chrono, mais j'ai l'impression que je parle depuis 1000 ans. Je sais pas ce que ça va faire après le coupage, le montage. Mais il restait un livre en gros dont je vais parler en super express. C'est celui-ci, donc Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qu'on ne présente plus. Et j'avais dit que son année, c'était son année, que ça faisait 1000 ans qu'il attendait, etc. Pas de bol. En fait, j'ai pas eu le temps de le lire. J'étais plus forcément dedans au moment où voilà, je voulais lire des romances de Noël. Et j'avais plus que, je sais plus, genre 48 heures pour lire ça. C'était impossible. Donc je me suis dit, ok, tant pis, je n'ai même pas le temps de cette année. Et j'ai lu une romance de Noël à la place. Et du coup, voilà, donc j'ai celui-ci qui était dans mon pumpkin, mais qui n'a pas été lu cette année. Et donc j'ai presque validé toutes mes catégories, mais on y était presque. Et voilà, je vais arrêter ici parce que j'ai la bouche super sèche. Parce que ça fait 1000 ans que je suis en train de parler, je vous disais. Je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue. J'espère en tout cas que ça vous a quand même plu, intéressé, que vous avez compris un minimum ce que j'ai voulu dire. Parce que je suis fatiguée, qu'il y avait beaucoup de trucs que je pouvais pas spoiler, etc. Donc c'était pas plus facile. Que mon cerveau est toujours aussi mort en tant que jeune maman et de petit loulou qui fait ses dons, etc. Donc compliqué parfois. Que voilà, je dois aussi me dépêcher parfois pour faire une vidéo dans mon quotidien, etc. J'ai pas forcément le temps de tout faire. Et bref, j'espère qu'en tout cas vous êtes contents. Content, c'est un grand mot, mais que vous appréciez d'avoir regardé cette vidéo, que j'ai pu le proposer, etc. Si vous faites comme moi, vous regardez pas forcément d'une traite des vidéos aussi longues, vous les mettez par petits bouts et que vous avez pris votre petit thé, votre petit café, votre petit cappuccino évidemment aussi, chocolat chaud, que sais-je, et que vous avez passé un bon moment. Dans tous les cas, moi ça me fait plaisir en tout cas de trouver un petit peu de temps pour pouvoir revenir ici. J'espère pouvoir tenir ce rythme, en tout cas dans les premières années de vie de mon fils. De pouvoir présenter ma pile d'un challenge, puis faire le bilan tous les, du coup plus ou moins 3 mois. Et donc je croise les doigts pour pouvoir revenir faire un bilan la prochaine fois du Cold Winter, vu que ma vidéo de présentation est déjà sortie entre temps. J'espère que votre pumpkin ou votre automne au niveau des lectures c'est très bien passé de votre côté, que vous avez fait de chouettes découvertes, etc. Forcément je vous souhaite la même chose pour l'hiver. Et je vous fais plein de bisous d'ici là. Et évidemment n'hésitez pas à
voilà, à commenter, à partager, etc. machin, à mettre des petits pouces, pour que cette vidéo ne tombe pas dans les limbes non plus d'internet, puisque je n'aurai pas beaucoup de visibilité du fait qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne, mais bon ça c'est le jeu. Mais que voilà, j'ai parfois un petit retour, ça fait quand même plaisir, et je vous fais plein de bisous. Salut!